L'empreinte carbone de la place financière helvétique est 18 fois plus élevée au moins que la totalité des émissions du pays. Un chiffre vertigineux qui met en lumière l'impact colossal des investissements financiers sur la planète. Dans cet épisode, on se demande comment la finance peut prendre ses responsabilités. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et on va s'intéresser à la face cachée de notre place financière. Entre promesses de durabilité et investissements qui sentent encore fort le pétrole ou le charbon. Aujourd'hui, une initiative veut changer la donne. Elle réclame une finance alignée sur les objectifs climatiques et de biodiversité. Mais peut-on vraiment rendre la finance durable ? Et si oui, par quels moyens ? Pour en parler, j'accueille Yvan Maillard. Bonjour. Bonjour. Tu travailles pour l'Entraide protestante suisse et pair sur les questions de justice climatique. On te reçoit ici avec ta casquette de coprésident de l'Alliance climatique suisse, elle-même membre du comité d'initiative pour une place financière durable. Alors, allons-y. Pourquoi vouloir aborder les enjeux écologiques par l'angle de la finance ? Est-ce que c'est un levier d'action qui est important ? Oui, c'est un des leviers principaux en fait de la Suisse. Comme tu l'as dit dans l'introduction, la finance est responsable pour de 18 fois plus d'émissions que la totalité des émissions de la Suisse. Donc, les banques, les caisses de pension et les autres acteurs financiers ont un rôle important à jouer pour atteindre les objectifs à la fois de climat et les objectifs de biodiversité. Donc parlons un peu de cette place financière suisse. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent la connaissent bien. On pense tout de suite aux grandes banques, aux fonds d'investissement, aux assurances peut-être. Tu peux nous faire un bref tour d'horizon des acteurs ? Alors c'est vrai que quand on pense à la place financière suisse, la première chose à laquelle on pense c'est UBS, anciennement aussi Crédit Suisse. En fait, on a une quantité d'acteurs bancaires. On a aussi la banque Pictet, la banque Lombard-Odier, donc des banques privées qui sont actives surtout sur Genève. Et on a aussi des caisses de pension qui sont plus ou moins grandes. On en a plusieurs milliers en Suisse. On a aussi des assureurs et le secteur des assurances est souvent un secteur que l'on oublie dans la place financière et le secteur des réassureurs qui sont en fait les assurances qui assurent les assurances. C'est pas toujours évident de saisir le lien entre justement ce monde de la finance et l'économie réelle. Est-ce que tu arrives à nous donner des exemples de quelle façon les investissements ont un impact réel sur la planète ? Alors les impacts en fait sont directs, comme par exemple quand une banque va donner un crédit à une entreprise qui exploite des mines de charbon. Ce crédit va servir justement à ouvrir de nouvelles mines de charbon ou à exploiter des mines existantes de charbon. Et donc là, on a des impacts qui sont évidents sur le climat, puisque ce charbon, une fois qu'il est brûlé, il produit des émissions massives de CO2. Un autre exemple que je pourrais prendre, ce serait par exemple un crédit pour une entreprise qui produit de la viande. Il y a une grosse entreprise au Brésil qui est un des leaders mondiaux de production de viande. Cette entreprise, elle crée de la déforestation pour produire du soja. Le soja est ensuite donné à manger comme fourrage au bétail et ensuite la viande est vendue sur les marchés internationaux. Là, avec la déforestation, on aura un impact à la fois bien sûr sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, car quand on détruit des forêts tropicales, par exemple l'Amazonie, on détruit une grande partie aussi d'endroits où il y a beaucoup de biodiversité. Ok, ça nous donne quelques exemples, mais cette place financière suisse, elle paraît un peu éloignée des citoyens et citoyennes. De quelle façon les gens sont affectés par la place financière suisse ? Alors, on est affecté de manière indirecte. Chacun et chacune d'entre nous avons une caisse de pension. Chaque mois, nous cotisons dans cette caisse de pension. Et cette caisse de pension, ensuite, elle va investir dans différentes entreprises sur les bourses mondiales et aussi suisses. Et ces entreprises vont avoir elles-mêmes des impacts directs ou indirects à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Et la Banque nationale suisse, qu'on n'a pas encore trop évoquée, elle sera touchée par l'initiative ? Non, la Banque nationale suisse dispose de sa propre loi. La Banque nationale suisse n'a pas pour vocation de financer ou d'assurer des entreprises, que ce soit des entreprises de différents secteurs, y compris par exemple des énergies fossiles. Donc la Banque nationale suisse est exclue de la portée de cette initiative pour une place financière durable. Concernant le rôle des grandes banques, je souhaiterais qu'on s'intéresse à l'avis de quelqu'un qui s'y connaît très bien. C'est le patron d'UBS, Sergio Ermotti, qui a parlé notamment dans un entretien accordé à Bloomberg en janvier 2025.
Le secteur des services financiers n'est pas le gendarme des responsables politiques. Les responsables politiques doivent adopter des positions claires et cohérentes sur la question. Et ce n'est pas juste de demander aux banques d'agir comme des gendarmes. Nous nous engageons à aider nos clients et la société à atteindre ces objectifs. Mais nous pensons également qu'adopter une position trop radicale, fondée sur le déni ou sur des ambitions irréalistes et à court terme, n'est pas la solution. Nous pensons que faciliter la transition est l'élément le plus important dans l'équation. Nous devons libérer des ressources pour faciliter la transition. Et c'est la raison pour laquelle le secteur bancaire fait partie de la solution. J'ai l'impression que ce qu'il dit en substance, c'est que les banques ne sont pas des policiers qui doivent tout contrôler. C'est à la politique de s'en charger. A priori, ça paraît logique, non? Les banques ne peuvent pas jouer les gendarmes. Alors là, l'initiative ne demande pas aux banques de jouer les gendarmes. L'initiative demande aux banques d'être une partie de la solution. Et d'ailleurs, M. Ermotti le dit très bien dans ce discours, que les banques peuvent jouer un rôle. Pour l'instant, c'est largement insuffisant. Les banques ne jouent pas un rôle proactif dans l'atteinte à la fois des objectifs de climat et de biodiversité. Ça, c'était un peu pour faire un tour d'horizon rapide de la place financière helvétique. Maintenant, si on rentre dans la mécanique précise de l'initiative, c'est quoi les objectifs et les outils pour y arriver? Alors, il y a 3 outils que l'initiative propose. Le premier outil, c'est d'empêcher les banques et les assurances de financer et d'assurer des nouveaux gisements d'énergie fossile, okay. que ce soit des mines de charbon, des champs pétroliers ou gaziers. Donc là, c'est empêcher d'avoir une expansion de ces gisements d'énergie fossile. Ça, c'est le premier instrument. Le deuxième instrument, c'est que les banques et les assurances présentent des plans de transition. On a entendu M. Ermotti parler de cette transition, de montrer comment elles vont réussir à faire cette transition énergétique, écologique, climatique et aussi en matière de biodiversité à partir de maintenant jusqu'en 2050. Et le troisième instrument, c'est une autorité de surveillance qui va contrôler ces plans de transition qui seront proposés par les banques et les assurances. Et tous ces instruments seront mis en place pour aligner la finance sur les objectifs climatiques et de biodiversité internationaux? Exactement. L'objectif final de ces 3 instruments, c'est d'avoir justement un alignement de notre place financière suisse avec ces objectifs climatiques au niveau international. Donc là, on parle de l'accord de Paris qui a été signé il y a 10 ans et aussi du cadre mondial sur la biodiversité de Kunming qui a été signé à Montréal en 2022. Donc là, en fait, on a 2 instruments au niveau mondial qui donnent des directions à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Et l'objectif de notre initiative, c'est de faire en sorte que nos banques, nos assurances, nos caisses de pension prennent en compte ces cadres internationaux et présentent des plans de transition pour montrer comment elles vont se conformer petit à petit. C'est une démarche qui est progressive, donc jusqu'en 2050, avec ces objectifs internationaux. Si l'épisode vous a plu jusque-là, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Si on va du côté des opinions un peu plus critiques de cette initiative, on pourrait te rétorquer que la Suisse, c'est pas le seul pays à abriter de grandes institutions financières. Si elle impose des règles plus strictes, ici, est-ce qu'elle risque pas de perdre la main en tant que place financière de premier plan? Alors, je crois que la première chose à dire, c'est que cette initiative, elle est pragmatique et elle est réalisable. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des développements semblables à la fois dans l'Union européenne et aussi à Londres, pour avoir des lignes directrices qui soient plus strictes en matière de biodiversité et de climat. Et on observe aussi d'autres développements, par exemple à Singapour, qui est aussi une place financière importante. Donc en fait, au niveau international, les places financières bougent, les législations évoluent, et la Suisse a pris du retard. Et donc l'objectif de l'initiative, c'est de faire en sorte que la Suisse et sa place financière suivent cette évolution en matière de réglementation. Est-ce qu'il ne suffirait pas simplement de rendre cette place financière un petit peu plus transparente? Alors la transparence, elle a bien sûr du bon. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, le Conseil fédéral a surtout misé sur la transparence et sur les approches volontaires. Ce que l'on constate, en fait, c'est que les approches volontaires ne sont pas suffisantes. Les banques, les assurances, les caisses de pension ne sont pas suffisamment engagées sur ces questions. Et donc, il faut avoir, en fait, des régulations qui sont plus contraignantes et on ne peut pas simplement faire confiance au secteur
financiers, à la fois que ce soit les banques ou les assurances, pour qu'ils et elles fassent le travail de manière suffisamment sérieuse pour atteindre des objectifs. Dans un autre registre de critique, est-ce que cette initiative sera seulement suffisante pour rendre la finance durable ? Dans un précédent épisode du podcast, on évoquait le greenwashing très agressif du secteur. Aussi, cette initiative, elle n'interdit pas totalement la finance de faire du fossile. Il faudra faire plus ? Alors en fait, cette initiative, elle va pas pouvoir résoudre complètement la problématique du greenwashing. L'initiative, elle veut plutôt justement miser sur ces plans de transition. Elle veut miser justement pour empêcher le financement de l'expansion de gisements d'énergie fossile. On aura peut-être toujours certains acteurs qui vont exagérer certaines qualités de certains fonds. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait que tout le secteur en fait soit engagé sur ces plans de transition et que les questions climatiques et de biodiversité soient prises réellement au sérieux par tout le secteur. Il y a pas mal de monde quand on regarde votre comité d'initiative. Il y a 27 membres d'horizons variés, alors ONG, partis politiques, de la gauche jusqu'au centre droit. On pourrait se dire que c'est le gage d'une certaine diversité, mais est-ce que la finance durable peut vraiment rassembler au-delà du clivage politique ? Alors je pense que là, le comité d'initiative montre bien en fait qu'on arrive à à réunir en fait des acteurs de quasiment tous les partis. On a même, tu parles du centre droit, mais il y a même un représentant du PLR qui est dans le comité d'initiative. Donc on a effectivement une large coalition qui soutient cette initiative et cela a même fait écrire à la N7Z, qui est pourtant pas un journal que l'on pourrait qualifier de centre droit ou de gauche. Ça a fait dire à la N7Z lors du lancement de l'initiative que cette initiative avait de bonnes chances de succès. Donc je pense qu'on peut prendre ça comme un compliment. Et une source d'optimisme. Exactement. Parmi vos soutiens, est-ce qu'il y a aussi des gens du secteur financier directement ? Oui, effectivement. Parmi les 27 personnes du comité d'initiative, il y a plusieurs représentants et représentantes du secteur financier, des deux côtés du Rösti-Graben. Et on a aussi un comité consultatif dans lequel on a plusieurs représentants du secteur financier et on a 2 anciens et anciennes représentants qui travaillaient à la fois chez UBS et Crédit Suisse comme spécialistes du développement durable. Donc, il y a effectivement un soutien, on va dire, de différents cercles du secteur financier. Sur la scène internationale, tu l'évoquais un peu avant, tu disais que la Suisse était en retard sur d'autres places financières. On constate quand même que sur les questions écologiques, il y a un backlash avec la politique des États-Unis de Trump, mais pas que. La Suisse est vraiment en retard ? Alors la Suisse est effectivement en retard dans ce domaine. Le backlash que l'on observe, il est essentiellement aux États-Unis avec le nouveau gouvernement qui est en place. Et je pense que c'est aussi un signe de maturité. Le marché qu'on appelle ESG, en fait, de la finance durable, a fortement augmenté aux États-Unis et c'est normal qu'il y ait des mouvements un peu de recul. Le marché de la finance durable a aussi fortement augmenté en Suisse, mais pas suffisamment justement pour atteindre les objectifs climatiques et de biodiversité. Et c'est pour ça que cette initiative est maintenant nécessaire pour aller un pas plus loin, pour convaincre également les acteurs financiers et les actrices qui ne sont pas encore convaincus à l'heure actuelle et pour leur demander d'en faire un minimum, notamment d'arrêter d'investir ou d'assurer les nouveaux gisements d'énergie fossile. J'ai cru comprendre que maintenant on était dans la période de collecte de signatures. C'est quoi pour vous, pour l'Alliance climatique, les prochaines étapes du processus politique et surtout, comment faire pour convaincre les gens que la finance peut effectivement faire une reconversion écologique ? Alors en fait, la récolte de signatures se passe très bien. On est très bien accueillis dans la rue quand on récolte des signatures. Et j'ai même été très bien accueilli dans ma propre famille, dont les membres se situent, on va dire, sur tout l'échelon politique. Et j'ai pu récolter à différentes fêtes de famille de nombreuses signatures. Et donc, en fait, les prochaines étapes, ça va être de déposer le nombre nécessaire de signatures. Et ensuite, le processus parlementaire va commencer. Donc, le Conseil fédéral va devoir se prononcer sur l'initiative et proposer ou non un contre-projet. Ensuite, le Parlement va se prononcer
et aussi sur la possibilité d'un contre-projet. Et la dernière étape, si il n'y a pas de contre-projet satisfaisant qui est proposé, ce sera une votation populaire. En termes de calendrier, on peut espérer voter quand pour cette initiative? Et à ton avis, c'est quoi les arguments qui vont faire pencher la balance pour le oui ou pour le non? Alors en fait, pour les initiatives, c'est toujours difficile de fixer une date quand est-ce qu'on va pouvoir voter. Le processus prend entre 2 et 3 ans. Ça dépend un peu du processus parlementaire et s'il y a un contre-projet qui est proposé à cette initiative. Pour ce qui est de la campagne de votation, il y aura bien sûr des arguments qui viendront pour taxer cette initiative d'extrême. On pourra y répondre en fait que les petites caisses de pension, les petites banques cantonales par exemple, seront exemptées de la portée de cette initiative parce qu'en fait l'initiative, elle porte seulement sur des relations d'affaires avec des entreprises à l'étranger. Par exemple, des crédits, des prêts à des PME en Suisse sont exemptés de la portée de cette initiative. L'autre argument, ce serait « Ah, mais nos banques et nos assurances vont quitter la Suisse ». Et là, en fait, puisque la Suisse est en retard en matière de développement durable dans le secteur financier, en fait, où iront-elles? Puisque au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, les banques sont soumises à des réglementations qui vont plus loin que celles qu'on a en Suisse. Bon, ok, je vais essayer d'aller suivre tes conseils et ramener des feuilles d'initiative au réveillon de Noël pour animer un petit peu le débat. C'est quoi le pitch, en quelques mots, les arguments que tu mettrais en avant? Alors tout d'abord, je te remercie pour ton engagement pour cette initiative et c'est très bien que dans ta famille, vous puissiez parler de ces choses très importantes. Je pense que ce que tu peux dire aux membres de ta famille, c'est que, premièrement, la finance a un grand levier pour influencer des décisions en matière de climat et de biodiversité. Elle a donc une grande influence et elle doit enfin assumer ses responsabilités et mettre en place des plans de transition qui soient crédibles en matière de biodiversité et de climat afin qu'on garde notre planète habitable pour les générations futures. Je prends le conseil et je pense que nos auditeurs et auditrices aussi. Merci beaucoup Yvan Maillard d'être venu. Avec plaisir, merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les infos sont en description d'épisode ainsi que le matériel d'initiative si vous voulez faire tourner autour de vous, par exemple au réveillon de Noël. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.